L'air stérile et recyclé du terminal bourdonnait, promettant un départ imminent. Une symphonie de valises roulant et d'annonces étouffées pour une femme en simple sweat à capuche gris, tenant un billet en première classe pour Londres. Un moment d'observation tranquille. Mais ce moment allait bientôt être brisé. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que se passe-t-il lorsque l'arrogance incontrôlée entre en collision avec un pouvoir caché? Lorsqu'un pilote décoré, un homme qui se voit comme un dieu dans le ciel, décide qu'une jeune femme noire n'a pas sa place dans son monde, il s'apprête à commettre la pire erreur de sa carrière. Une erreur qui va défaire sa vie, un morceau de papier déchiré à la fois. Le chaos de l'aéroport international John F. Kennedy de New York était une bête familière pour Sarafina Washington. Elle naviguait dans la rivière des voyageurs anxieux et des familles fatiguées avec une aisance non acquise. Une petite silhouette discrète dans une mer de bruit, vêtue d'un jogging gris charbon confortable et d'un sweat à capuche assorti d'un grand magasin, les cheveux tressés attachés en un chignon simple. Elle aurait pu être n'importe qui. Une étudiante partant en sac à dos, une jeune professionnelle en vacances à petit budget. Personne n'aurait deviné qu'elle était la principale propriétaire et PDG de la compagnie aérienne qu'elle s'apprêtait à prendre, à Santerre. C'est ainsi qu'elle aimait ça. L'anonymat était une arme puissante. C'était son secret pour contrôler la qualité, lui permettant de voir la réalité brute des opérations de sa société. Elle pouvait vivre le processus d'enregistrement, la file de la TSA, l'embarquement et le service en vol, comme n'importe quel autre passager. C'est lors de ces voyages incognito qu'elle découvrait les vérités qu'aucun tableau ou rapport de direction ne pouvait jamais révéler. Le vol d'aujourd'hui était à 100 Air 101, une ligne phare de JFK à Londres Heathrow. Son billet, acheté sous le simple nom de S. Washington, était pour le siège 2A dans la nouvelle suite première classe Polari, une cabine à plusieurs millions de dollars dont elle avait personnellement validé la rénovation 6 mois auparavant. Elle avait hâte de voir si l'exécution correspondait à la promesse coûteuse. En approchant de la porte B42, le logo bleu et argent familier d'Ascent Air l'accueillit. Un groupe de passagers formait déjà une file désorganisée. L'agent de porte, une jeune femme nommée Maria, dont la plaque nominative était légèrement de travers, semblait désemparée, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha alors qu'elle essayait d'annoncer l'embarquement prioritaire pour les familles et les passagers nécessitant une assistance particulière. Sarafina attendait patiemment, observant. Elle notait l'absence de signalisation claire pour les groupes d'embarquement, l'attitude stressée de l'agent, toutes des notes mentales pour sa prochaine réunion opérationnelle. Quand le groupe 1 fut enfin appelé, elle rejoignit la file, son téléphone en main affichant son passe numérique. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Le capitaine Alistair Finch sortit du pont d'embarquement avec une autorité absolue. Grand, aux cheveux argentés, mâchoire sculptée et teint hâlé témoignant de loisirs au soleil. Son uniforme de pilote était impeccablement taillé, ses épaulettes dorées brillant sous les lumières du terminal. Il ne marchait pas. Il commandait l'espace autour de lui. Il jeta un regard de dédain non dissimulé à l'agent de porte débordé avant que ses yeux balaient la file des passagers en première classe. Son regard, bleu perçant, s'attarda sur les deux hommes en costume taillé devant Sarafina, leur accordant un hochement de tête bref, presque imperceptible, d'approbation. Puis ses yeux se posèrent sur elle. Ils parcoururent sa tenue simple et son visage, ses lèvres se pincèrent en un rictus à peine visible. Mais Sarafina, étudiante du comportement humain et femme noire ayant navigué dans le monde des entreprises américaines pendant des années, le vit aussi clairement qu'un néon clignotant. C'était un regard de rejet immédiat, un regard qui disait « Tu n'as pas ta place ici ». Elle l'ignora, se concentrant sur l'avance dans la file. Arrivée au pupitre, elle sourit poliment à Maria et tendit son téléphone. « Bonjour », dit-elle. Avant que Maria ne puisse scanner son passe, le capitaine Finch fit un pas en avant, posant la main sur le comptoir comme pour bloquer la transaction. « Un instant, Maria », dit-il d'une voix basse et puissante qui coupait le bruit. Il tourna toute son attention vers Sarafina. « Nous embarquons le groupe 1, passagers première classe uniquement. » Sarafina cligna des yeux, gardant son calme. « Oui, je sais, c'est moi. Siège 2A. » Le capitaine Finch ricana, un son sec et sans humour. Il la regarda de haut en bas à nouveau, sans faire l'effort de cacher son mépris. « Écoute, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce siège coûte 10 000 $. Nous avons la liste des passagers, et je peux t'assurer que tu n'y es pas. » Une colère brûlante piqua Sarafina au cou,
mais elle la refoula. « Je pense que tu verras que je le suis, » dit-elle, d'une voix ferme. « Si tu laissais juste l'agent scanner mon passe, on pourrait tous avancer. »« Ne me dis pas comment faire mon travail, » aboya Finch. Les passagers derrière elle commencèrent à murmurer. Leur curiosité était piquée. Le nombre de personnes essayant de frauder pour obtenir une place en cabine premium est ahurissant de nos jours. Ils pensent qu'un faux document ou une capture d'écran bidon va leur donner un siège en lit plat pour Londres. « Ce n'est pas une capture d'écran bidon, » dit Sarafina, sa patience s'effilochant. « C'est un billet acheté avec mon argent. Je suis une passagère sur ce vol. » Elle décida de tendre une branche d'olivier. « Peut-être que je pourrais voir le premier officier ou le chef de cabine. On pourrait régler ça rapidement. »« Je suis le capitaine de cet avion, » déclara Finch, gonflant légèrement le torse. « Mon autorité est finale. Je n'ai pas besoin de consulter mon premier officier pour une question de sécurité à la porte. » Il se tourna vers l'agent de porte. « Maria, appelle la Port Authority. Nous avons quelqu'un ici qui tente d'embarquer avec un document frauduleux. » Maria avait l'air horrifiée, ses yeux oscillant entre le capitaine impérieux et la femme calme devant elle. « Capitaine, peut-être que je devrais juste scanner le passe. Cela prendra juste une seconde. »« Non, » commanda Finch. Puis il regarda Sarafina, ses yeux luisants d'un plaisir cruel. « Je vais te dire ce que je fais pour t'éviter l'humiliation d'être escorté par la police. Retourne au comptoir des billets, et si tu as les moyens, je te suggère d'acheter un vrai billet. En économie, là où tu as ta place. » Les mots flottaient dans l'air, épais et empoisonnés. « Là où tu as ta place. » C'était la phrase lourde de sens qu'elle avait entendue sous de nombreuses formes toute sa vie. Une barrière verbale destinée à la remettre à sa place. L'injustice en était un coup physique. Mais Sarafina ne broncha pas. Elle avait une sauvegarde, une copie papier de son billet, pliée dans son bagage à main pour une panne technique éventuelle. Elle plongea la main dans son sac, sortit le papier plié et le posa fermement sur le comptoir. « Voilà, » dit-elle, sa voix glaciale. « Une copie papier. Scannez-la. » Finch fixa le papier comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle. Il vit le nom S. Washington. Il vit le siège 2A. Il vit la mention première classe. Un instant, une lueur d'incertitude traversa son visage, vite remplacée par une vague d'orgueil têtu. Il ne pouvait pas avoir tort. Cette femme dans ses vêtements simples ne pouvait tout simplement pas être une passagère en première classe. C'était une question de principe. Le monde avait un ordre, et il en était l'un des gardiens. D'un geste vif et dramatique qui choqua tout le monde, y compris l'agent de porte, le capitaine Alistair Finch arracha le papier du comptoir. « C'est aussi faux que celui sur ton téléphone », cracha-t-il. Puis, avec un bruit sec de déchirure qui résonna dans le silence soudain autour de la porte, il déchira son billet en deux, puis en quatre, laissant les morceaux tomber de ses doigts sur la moquette usée de l'aéroport. « Maintenant, dégage de ma file, » grogna-t-il. « Tu ne monteras pas à bord de cet avion. » Les morceaux blancs déchirés gisaient à ses pieds, une déclaration de guerre. Sarafina baissa les yeux vers eux, puis leva lentement son regard pour croiser celui du capitaine. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus froid, bien plus dangereux. C'était le regard d'une reine dont le château venait d'être pris d'assaut par un fou. Et le fou n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Pendant un long moment, la zone autour de la porte B42 resta suspendue dans un souffle collectif. Les passagers regardaient, bouche bée. Maria, l'agent de porte, semblait sur le point de s'évanouir. Le capitaine Finch, bras croisés, arborait un air suffisant et triomphant, comme s'il venait de déjouer un complot terroriste à lui tout seul. Il s'attendait à des larmes, une crise, une scène hystérique. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit, humiliée. Il ne s'attendait pas au sourire glacial et calme qui s'étira lentement sur le visage de Sarafina Washington. Elle ne haussa pas le ton. Elle ne s'abaissa pas à ramasser les morceaux de son billet. Elle soutint simplement son regard et parla d'une voix douce mais lourde du poids de l'autorité absolue. « Capitaine Finch, » dit-elle, la prononciation de son nom précise et délibérée. « Vous avez commis une grave erreur de jugement. » Finch ricana. « La seule erreur a été d'être trop indulgent. La police est en route. Je ne pense pas qu'ils seront nécessaires. » Sarafina répondit calmement.
Elle fit un pas en arrière du pupitre, sortit son téléphone de sa poche. Elle ne regardait plus un passe maintenant. Elle fit défiler ses contacts, ses mouvements calmes. Les passagers derrière elle, sentant que le drame allait bien au-delà de leur vol imminent, ne bougèrent pas. Ils regardaient, fascinés. Elle trouva le numéro qu'elle cherchait et appuya sur appel. Elle ne porta pas le téléphone à son oreille. Elle le mit en haut-parleur pour que toute la porte puisse entendre. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis une voix claire et professionnelle répondit. Eleanor Richmond. L'expression suffiante du capitaine Finch vacilla. Il connaissait ce nom. Eleanor Richmond était la vice-présidente exécutive des opérations chez Ascent Air. C'était une légende dans l'entreprise, une dirigeante acérée et sans compromis qui avait travaillé avec le père de Sarafina pendant 2 décennies avant que Sarafina ne prenne la relève. Elle était à la fois crainte et respectée. Que faisait cette femme avec sa ligne directe? Eleanor, c'est Sarafina, dit-elle calmement. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. Sarah, tout va bien? Je pensais que tu serais déjà en vol. Il y a eu un léger changement de programme, continua Sarafina, les yeux fixés sur Finch dont le visage commençait à se vider de sa couleur. Je suis à la porte B42 pour le vol 101 à destination de Heathrow. Le capitaine a refusé de m'embarquer. Quoi? La voix d'Eleanor s'aiguisa d'inquiétude. Pour quel motif? Un problème technique avec l'appareil? Non, rien d'aussi raisonnable, répondit Sarafina, un léger sourire ironique effleurant ses lèvres. Le capitaine Alistair Finch a décidé que moi, et je cite, je n'ai pas ma place en première classe. Il m'a accusé de tenter d'embarquer avec un billet frauduleux et pour faire effet, il a déchiré mon billet imprimé. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Finch sentit un froid glacial lui remonter la colonne vertébrale. Il essayait encore de faire le lien. Sarafina S. Washington. Le prénom du PDG était Sarafina. Il l'avait vue dans des mémos, mais ce ne pouvait pas être elle. Il la regarda à nouveau, vêtue d'un jogging bon marché et au visage sans maquillage. C'était impossible. Eleanor, poursuivit Sarafina, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Premièrement, immobilise le vol 101. La mâchoire de Finch se décrocha. Tu ne peux pas faire ça, s'exclama-t-il avec un ton désespéré. Sarafina leva la main pour le faire taire, sans jamais quitter son regard. Immobilise le vol, Eleanor, répéta-t-elle. Avec effet immédiat. Personne ne monte à bord. La passerelle doit être rétractée. Deuxièmement, je veux que la sécurité de l'aéroport m'attende à la porte. Pas pour m'arrêter, comme le capitaine a eu la gentillesse de le suggérer, mais pour escorter un VVIP, moi. Troisièmement, rassemble tout le conseil d'administration pour une réunion d'urgence au siège dans 1 heure et découvre où se trouve notre conseiller juridique principal, Robert Miller. Considère que c'est fait, Sarah, répondit Eleanor, sa voix devenue dangereusement froide. Un bruit de frappe furieuse au clavier se fit entendre en arrière-plan. Je suppose que le capitaine Finch participera aussi à cette réunion. Oh, absolument, dit Sarafina. Dis-lui que sa présence n'est pas optionnelle. Organise une voiture pour l'amener au bureau dès qu'il aura débarqué, ce qu'il fera immédiatement. Sur ce, Sarafina raccrocha. Elle rangea son téléphone dans sa poche et regarda la foule complètement déconcertée. Puis elle reporta son regard sur l'homme dont le monde venait de s'effondrer. Le capitaine Alistair Finch était pâle, son arrogance s'évaporant comme de la brume. Le nom, l'autorité dans sa voix, la réaction immédiate et décisive de la vice-présidente exécutive. L'horrible vérité impensable lui apparaissait enfin. À cet instant, son propre téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit d'une main tremblante. L'identifiant de l'appel affichait « EVP Eleanor Richmond ». Il le regarda, la gorge soudain sèche comme du sable du désert. Simultanément, une voix crachota sur la radio de Maria au pupitre. Porte B42, ici les opérations centrales. Par ordre exécutif, le vol de Bleu à 101 est désormais immobilisé. Toutes les opérations d'embarquement sont suspendues. Rétractez immédiatement la passerelle. En attente d'instructions. Maria regarda Sarafina avec de grands yeux terrifiés, puis s'empressa d'obéir. Depuis le cockpit, le premier officier, un jeune homme nommé David Chen, sortit,
le visage marqué par la confusion. « Capitaine, que se passe-t-il » ? Les opérations viennent d'ordonner l'arrêt complet. Finch ne put répondre. Il fixait toujours la femme au sweat gris qui semblait maintenant dégager une aura de puissance terrifiante. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas fait de scène. Elle avait démantelé son autorité, son vol, et très probablement sa carrière entière en un appel téléphonique de 2 minutes. 2 officiers uniformés de la Port Authority s'approchèrent, mais sans posture agressive d'arrestation, plutôt avec une différence respectueuse. « Madame, dit l'un d'eux à Sarafina, on nous a dit de vous escorter. »« Merci, messieurs, répondit-elle gracieusement. Je suis prête quand vous l'êtes. » Elle jeta un dernier regard au capitaine Finch, un regard qui n'était pas de la colère, mais une pitié profonde et glaciale. « On se voit au bureau, capitaine, dit-elle doucement. Puis, escortée par les officiers, elle s'éloigna, d'un pas confiant et déterminé, laissant derrière elle un avion immobilisé, un groupe de passagers abasourdis, et un homme qui commençait à peine à comprendre l'ampleur de son erreur monumentale. Les morceaux déchirés de son billet au sol ressemblaient à l'épave de sa vie. Le siège social d'Ascent Air était une tour étincelante de verre et d'acier à Long Island City, un témoignage de l'ambition moderne avec une vue panoramique sur la skyline de Manhattan. C'était un monde à part du sol sale de la porte B42. C'était le domaine de Sarafina Washington. Elle ne possédait pas seulement la compagnie aérienne. Elle l'avait ressuscitée. La compagnie, initialement nommée Coleman Aviation d'après son père, Marcus Coleman, avait été l'œuvre de toute une vie. Il était pilote, l'un des rares hommes noirs à être capitaine chez les grandes compagnies dans les années 80, et il avait investi toutes ses économies et son âme pour lancer sa propre petite compagnie aérienne. Lorsqu'il est décédé de façon inattendue il y a 3 ans, il avait laissé la compagnie en difficulté et endetté à son unique enfant, Sarafina. Le conseil d'administration, un groupe de vieux amis de son père, lui avait conseillé de la vendre pour pièces. Il la voyait comme une fille en deuil, titulaire d'un diplôme prestigieux mais sans lien avec l'aviation, avec un passé en logistique informatique, pas comme une magnate de l'aviation. Il s'était trompé. Sarafina n'avait pas seulement hérité de la passion de son père. Elle avait hérité de sa ténacité et l'avait combinée avec son propre génie moderne. Elle avait refinancé la dette, repensé toute la logistique avec un logiciel propriétaire qu'elle avait développé elle-même et rebrandé la compagnie sous le nom d'Ascent Air. Elle avait investi dans des avions neufs à faible consommation et mis l'accent sur l'expérience client, tout en favorisant une culture d'entreprise plus inclusive que celle qu'avait connue son père. En 3 ans, elle avait transformé une compagnie régionale quasi en faillite en une compagnie internationale rentable et primée. Elle l'avait fait tout en honorant l'héritage de son père. Maintenant, assise dans la vaste salle de réunion minimaliste au 50e étage, cet héritage lui semblait terni. Eleanor Richmond, une femme impressionnante dans la fin de la cinquantaine, aux yeux gris perçants et au costume impeccable, se tenait à ses côtés, tenant une tablette. « Le vol est officiellement annulé, pas seulement immobilisé », annonça Eleanor. « Tous les 212 passagers sont réaffectés sur des compagnies partenaires ou indemnisés. Le coût sera important, mais négligeable comparé aux dommages d'image si cela avait été géré autrement. » Le conseil est réuni. Robert Miller revient d'un tribunal à Westchester. Il sera ici dans 30 minutes. Sarafina acquiesça, regardant les petits points des avions décollants de JFK et LaGuardia au loin. « Que as-tu découvert sur le capitaine Finch » Eleanor fit défiler sa tablette. Un dossier apparut avec une photo professionnelle souriante et confiante de Finch. Alistair Finch, 58 ans, 25 ans d'expérience chez de grandes compagnies avant de rejoindre Coleman Aviation il y a 8 ans. Un des pilotes les plus anciens, excellent dossier technique. Pas d'accident, très bon résultat au simulateur. C'est son dossier professionnel, dit Sarafina. Et son dossier humain. L'expression d'Eleanor se durcit. Là, ça devient intéressant. Au cours des 5 dernières années, 7 plaintes informelles ont été déposées contre lui par des membres du personnel junior. 3 de la part d'hôtesses de l'air, 4 d'agents de porte, toutes des femmes, dont 5 femmes de couleur. « Et la nature des plaintes » demanda Sarafina, bien qu'elle pouvait deviner. Arrogance, comportement condescendant. Rabrouer publiquement une hôtesse pour avoir mal servi son café, accuser une agente de porte d'incompétence. Il y a 2 ans, une hôtesse noire a déposé une plainte formelle, alléguant qu'il faisait régulièrement des blagues racialement insensibles et lui confiait les tâches les plus ingrates.
Quand est-il ressorti? C'était pendant la période de transition juste après le décès de ton père, avant que tu prennes pleinement les commandes, expliqua Eleanor, la voix teintée de regret. L'ancien directeur des ressources humaines, un homme nommé Peterson, qui était le partenaire de golf de Finch, s'en est chargé. Le verdict officiel a été que le capitaine Finch avait un humour sec mal compris. L'hôtesse a été mutée sur une autre ligne. Finch n'a pas reçu de sanctions disciplinaires. Tout a été étouffé. Sarafina ressentit une colère familière hélas. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est un schéma. Finch est un prédateur qui s'en prend à ceux qu'il perçoit comme faibles, protégé par son ancienneté et un système qui protège les siens. Mon incident n'est pas une anomalie. C'est l'éruption inévitable d'un volcan longtemps endormi. Donne-moi les coordonnées de cette hôtesse, dit Sarafina. Je veux lui parler personnellement et je veux que le dossier de cet ancien DRH soit réexaminé. C'est déjà en cours, confirma Eleanor. Nous avons aussi sécurisé les déclarations des témoins présents à la porte aujourd'hui. L'agente, Maria, est bouleversée, mais sa déclaration est limpide. Elle confirme tout ce que tu m'as dit. Et le premier officier, demanda Sarafina. David Shem. Il est retenu dans un hôtel près de l'aéroport. Il a accepté de témoigner par visioconférence lors de la réunion. D'après ce que j'ai compris, c'est un jeune homme ambitieux et effrayé. Ça pourrait faire ou défaire sa carrière. Sarafina comprenait la position délicate de l'homme. S'opposer à un capitaine senior était risqué dans le monde hiérarchisé de l'aviation, mais son témoignage serait crucial. 1 heure plus tard, la salle du conseil était pleine. Les membres du conseil d'administration, hommes et femmes en costumes coûteux, étaient assis autour de la longue table en acajou, leurs visages mêlant confusion et inquiétude. Ils avaient été convoqués sans explication autre que le « Code Crimson », une désignation réservée aux crises les plus graves. Robert Miller, l'avocat principal au regard acéré, était arrivé et consultait calmement le rapport préliminaire sur son ordinateur portable, son expression se faisant de plus en plus sombre. Sarafina se tenait à la tête de la table, non plus dans ses vêtements anonymes de voyage, mais dans un tailleur pantalon bleu foncé et élégant. La transformation était saisissante. Elle commandait la pièce avec une intensité tranquille qui ne laissait aucun doute sur qui tenait les rênes. « Merci à tous d'être venus à si court préavis », commença-t-elle d'une voix posée. « Aujourd'hui, l'un de nos vols phares a été immobilisé. J'ai donné l'ordre, et j'en suis la cause. » Elle raconta ensuite les événements de la matinée, sa voix dépourvue d'émotion, exposant les faits comme un procureur le ferait. Elle parla des regards condescendants, des accusations sans fondement, de l'humiliation publique, et enfin, du déchirement du billet. Une vague de choc et d'indignation traversa la salle. Arthur Sterling, un membre âgé au visage bienveillant et ancien meilleur ami de son père, secoua la tête avec dégoût. « C'est un outrage, Sarafina, » dit Arthur, la voix tremblante de colère. « Cet homme ne représente pas cette compagnie. Il ne représente pas les valeurs de ton père. »« Je sais, Arthur, » répondit-elle. « Mais la question est, depuis combien de temps avons-nous laissé quelqu'un comme lui être le visage d'Assan pour nos passagers et notre personnel? Les preuves suggèrent que ce n'est pas un incident isolé. » À ce moment, un cadre junior entra discrètement dans la pièce. « Madame, » chuchota-t-il à Eleanor, « le capitaine Finch est arrivé. Il est dans la salle d'attente. » Sarafina prit une profonde inspiration. « Faites-le entrer. » Tous les regards se tournèrent vers les portes de la salle du conseil. Ce ne serait pas une simple révision RH. Ce serait un jugement. La tempête qui s'était accumulée depuis le moment où ces bouts de papier étaient tombés au sol était sur le point d'éclater. Le capitaine Alistair Finch avait passé la dernière heure dans un état de déni agité et de panique croissante. Le trajet en voiture de JFK au siège social était un flou. Il avait tenté de rationaliser ce qui s'était passé. Cette femme, Sarafina, devait être une personne importante. Oui, une fonctionnaire, peut-être l'assistante influente d'une célébrité en contact avec la vice-présidente exécutive. C'était une terrible erreur, certes, mais gérable. Il offrirait des excuses formelles, accepterait peut-être une suspension temporaire. Il était capitaine senior, un atout précieux. Il ne pouvait pas se permettre de le perdre à cause d'un malentendu avec une passagère, aussi bien connectée soit-elle. Il avait construit toute son identité autour du titre de capitaine Finch.
Ce titre lui conférait respect, déférence, et un sentiment de supériorité qu'il chérissait. L'idée que tout cela puisse être en danger à cause d'une femme en survêtement bon marché lui semblait absurde. Quand l'assistant exécutif appela son nom, il redressa sa cravate, lissa sa veste d'uniforme, et entra dans la salle du conseil avec une expression soigneusement composée, mêlant professionnalisme inquiet et maîtrise de soi. Il était prêt à paraître contrit mais ferme. La première chose qu'il vit fut le nombre impressionnant de personnes, tout le conseil d'administration, le meilleur avocat de la société. C'était plus sérieux qu'il ne le pensait. La deuxième chose qu'il vit fut elle. Elle se tenait à la tête de l'immense table en acajou où le PDG s'asseyait toujours. Elle n'était plus dans son jogging gris, mais dans un costume taillé qui dégageait une autorité puissante. Ses cheveux, auparavant attachés simplement, étaient désormais impeccablement coiffés. La fille anonyme de la porte avait disparu, remplacée par une présence imposante qui dominait toute la pièce. La façade soigneusement construite de Finch commença à s'effriter. Son cœur battait la chamade. Les pièces du puzzle, qui flottaient dans un brouillard d'incrédulité, commencèrent à s'assembler avec une clarté terrifiante. S. Washington, Sarafina, la vice-présidente exécutive qu'on appelait Syrah. Elle se tenait à la tête de la table. Cela semblait encore impossible. Son cerveau refusait de l'accepter. « Capitaine Finch, merci d'être venu, » dit Sarafina, sa voix dangereusement calme. C'était la même voix qu'à la porte, mais dans ce contexte, c'était une voix de jugement. Finch s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver un semblant de contrôle. « Écoutez, à propos de ce qui s'est passé à la porte, » commença-t-il, s'adressant aux membres du conseil, ignorant délibérément Sarafina. « Il y a eu un malentendu sérieux. J'assume pleinement ma part de responsabilité dans cette confusion, et je regrette profondément toute détresse causée à la passagère. » Il ne pouvait toujours pas se résoudre à la regarder, encore moins à lui parler directement. Robert Miller, l'avocat principal, se pencha en avant. « Capitaine Finch, je m'appelle Robert Miller. Pourriez-vous nous décrire ce malentendu avec vos propres mots ?» Finch raconta sa version des faits, se dépeignant en capitaine diligent, soucieux de la sécurité et du respect des normes de la compagnie. La passagère ne correspondait pas au profil d'un détenteur de billets en première classe, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Sa tenue était inhabituelle, et d'après mon expérience, cela est souvent un signe de fraude. Lorsqu'elle n'a pas pu immédiatement présenter un document valide, j'ai pris une décision pour protéger l'intégrité du vol. Une décision qui impliquait d'accuser publiquement cette personne de fraude et de détruire son billet. Miller demanda d'un ton tranchant. « Dans le feu de l'action, n'avez-vous pas été excessif ?» Finch admit en essayant de paraître raisonnable. « Ma priorité a toujours été la sécurité de l'appareil. » Sarafina écouta son récit aseptisé, son expression indéchiffrable. Quand il eut fini, elle parla enfin. « Capitaine, » dit-elle, et cette fois, il n'eut pas le choix que de croiser son regard. « Vous avez dit que je ne correspondais pas au profil. Pouvez-vous décrire pour le conseil le profil d'un passager A100R en première classe ?» Finch était piégé. Ce n'est pas formel. C'est une question de comportement, de présentation. Nos clients premium sont typiquement des cadres, des personnes très fortunées. Et qu'est-ce dans ma présentation qui vous a fait croire que je n'en faisais pas partie? Insista Sarafina, sa voix douce mais tranchante. Est-ce mon jogging, mon sweat à capuche? Ou peut-être la couleur de ma peau? La question directe pendait dans l'air comme une guillotine. Finch commença à transpirer. Bien sûr que non. Je ne suis pas raciste. J'ai simplement suivi mes instincts, mes années d'expérience. Vos instincts, répéta doucement Sarafina. Hélé Lanard, pouvez-vous afficher le premier officier Chen à l'écran, s'il vous plaît? Un grand écran au bout de la salle s'alluma, montrant le visage de David Chen, le jeune copilote. Il avait l'air nerveux, assis dans une chambre d'hôtel stérile. « Monsieur Chen, » dit gentiment Sarafina, « merci d'être parmi nous. Pouvez-vous dire au conseil ce que vous avez observé que le capitaine Finch a fait après être retourné au cockpit, croyant m'avoir écarté de la porte ?» David Chen prit une profonde inspiration. Il regarda nerveusement l'écran, évitant de croiser le petit cadre où apparaissait le visage de Finch. « Il se vantait, » dit Chen d'une voix basse mais claire. Il s'est assis et a dit « Il faut être vigilant. » Une fille du ghetto avec un faux billet a essayé de se faufiler en 2A.
Il en riait. Il a dit qu'il l'avait remise à sa place. Un souffle collectif traversa la salle du conseil. Le mot « ghetto » résonna comme un coup physique. Le visage de Finch devint livide. Une chose est de nier ses préjugés dans l'abstrait, une autre est d'entendre ses propres mots ignobles répétés. Mensonge. Il est un officier subalterne qui essaie de flatter ses supérieurs. Hurla Finch, le désespoir montant. Merci, monsieur Chen. Cela suffira pour l'instant, dit Sarafina, et l'écran devint noir. Elle tourna alors toute son attention vers le capitaine qui se délitait. Capitaine Finch, dit-elle d'un ton presque conversationnel, mais terrifiant. Vous êtes ici à parler de profil et d'instinct. Vous parlez de protéger l'intégrité de cette compagnie, celle que vous semblez considérer comme vôtre à garder. Elle fit un pas en avant. Mon père, Marcus Coleman, a fondé cette compagnie. Il était un pilote noir qui s'est battu bec et ongles contre des hommes comme vous toute sa vie. Des hommes qui lui disaient où il avait sa place et où non. Il a construit cette entreprise avec son sang, sa sueur et ses larmes. Et quand il est mort, il me l'a laissé. Elle fit une pause, laissant le poids de ses paroles s'imposer. Finch la regarda, son esprit acceptant enfin la vérité de manière irrévocable. Le sang quitta son visage, laissant un masque grisâtre d'horreur. Sarafina fit lentement le tour de la table jusqu'à se tenir juste devant lui. Si près qu'il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux noirs et immobiles. Vous ne saviez pas que je m'appelle Sarafina Washington. Vous ne saviez pas que S. Washington sur la liste des passagers était le nom de la propriétaire de cette compagnie. Vous avez juste vu une femme noire en sweat à capuche et décidé qu'elle venait du ghetto. Vous avez décidé qu'elle n'avait pas sa place. Elle se pencha plus près, sa voix devint un chuchotement dévastateur. Vous m'avez demandé d'acheter un vrai billet. Vous avez déchiré le mien. Eh bien, capitaine, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Sarafina Washington. Je suis la PDG et l'actionnaire majoritaire d'Ascent Air. Je signe votre chèque de paie, et vous, capitaine Finch, vous êtes dans ma salle du conseil, dans ma compagnie. Elle se redressa et le regarda, non plus avec colère, mais avec une sorte de finalité clinique. Vous n'avez pas seulement déchiré un billet d'embarquement, capitaine. Vous avez déchiré votre carrière. Le silence dans la salle était absolu. Alistair Finch regarda autour de lui les membres du conseil impassible, l'avocat au visage grave, et la femme puissante qu'il avait si légèrement et cruellement méprisée. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Il était un dieu désert qui venait d'être précipité sur terre, et la chute serait longue, très longue. Les conséquences de cette révélation ne furent pas bruyantes ni explosives. Ce fut un démantèlement froid, silencieux et méthodique. Alistair Finch, qui avait toujours prospéré sur le bluff et l'intimidation, se retrouva totalement réduit au silence, simple spectateur de sa propre exécution. Robert Miller, l'avocat principal, prit la parole d'un ton calme et factuel. « Capitaine Finch, ce que nous avons ici est un incident à multiples facettes. Mettons de côté un instant la discrimination personnelle et raciale flagrante, qui, en soi, constitue un motif de licenciement et expose cette compagnie à d'immenses responsabilités légales. Responsabilités contre lesquelles vous ne seriez pas couvert personnellement. » Finch sursauta comme frappé. « Concentrons-nous sur les manquements professionnels, » poursuivit Miller en marchant lentement. « Premièrement, vous avez unilatéralement annulé l'autorité d'une agente de porte agréée dans l'exercice de ses fonctions, provoquant une perturbation à la porte d'embarquement. Deuxièmement, vous avez abandonné vos devoirs pré-vol dans le cockpit pour interférer dans le processus d'embarquement, ce qui constitue une violation claire du protocole. Troisièmement, et surtout, vous avez délibérément détruit un document officiel de voyage et de sécurité d'un passager, le billet d'embarquement. Dans le monde post-11 septembre, ce document n'est pas seulement un billet. C'est un élément clé du dispositif de sécurité aéroportuaire. Le détruire intentionnellement est considéré par la FAA et la TSA comme une infraction grave. Eleanor Richmond prit la parole depuis son siège à côté de Sarafina. Dès que nous avons eu connaissance de cet incident, nous avons été obligés de le signaler à la FAA pour limiter les sanctions pour la société. Un rapport complet, incluant le témoignage de M. Chen et une déclaration sous serment de l'agente de porte, a déjà été déposé. La tête de Finch se redressa vivement. Vous avez dit à une copilote qu'elle avait obtenu son poste uniquement à cause des quotas de diversité.
Le directeur des ressources humaines de l'époque, votre ami M. Peterson, avait étouffé l'affaire. M. Peterson est aujourd'hui à la retraite, mais sa gestion de ce dossier est désormais revue. Mademoiselle Dubois, d'ailleurs, recevra une excuse officielle de ce bureau ainsi qu'une compensation pour l'environnement de travail hostile qu'elle a dû endurer. Finch avait l'air d'un fantôme, le visage figé dans l'incrédulité et le désespoir. Il pensait que ces incidents étaient mineurs et oubliés, des discussions de vestiaire faisant partie de la culture. Il n'avait jamais imaginé qu'ils avaient été enregistrés, consignés, et qu'on les lui lirait désormais comme une sentence de mort. « C'est une chasse aux sorcières », murmura-t-il. « Non », le corrigea fermement Sarafina. « C'est la responsabilisation. C'est quelque chose de longuement attendu dans cette compagnie et dans cette industrie. Pendant des années, vous avez utilisé votre uniforme comme un bouclier, votre ancienneté comme une arme. Vous avez intimidé le personnel junior, méprisé les femmes de couleur, et agi comme si les règles ne s'appliquaient pas à vous. Aujourd'hui, vous avez juste eu affaire à la seule personne capable enfin de vous tenir responsable. » Elle se leva. « Capitaine Alistair Finch, avec effet immédiat, votre contrat chez Ascender est résilié pour faute grave. » Ce fut le coup qu'il attendait, mais il lui coupa tout de même le souffle. « Vous serez escorté hors du bâtiment, » ajouta Eleanor Richmond d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Votre dernier salaire vous sera envoyé par courrier. Votre représentant syndical a été informé, mais compte tenu des circonstances, je ne serai pas optimiste quant à un appel réussi. » Finch regarda autour de lui les visages des membres du conseil. Il ne vit aucune sympathie, aucun soutien. Il avait été si sûr de sa place dans le monde, si confiant en son statut. En l'espace de 2 heures, tout cela lui avait été arraché. Il n'était plus le capitaine Finch. Il était juste Alistair Finch, un homme au chômage en costume. Alors que les agents de sécurité entraient discrètement pour l'escorter, Sarafina porta le coup final, non pas avec colère, mais par une affirmation factuelle redéfinissant le sens du karma. Le coût financier de l'annulation du vol 101 aujourd'hui, les compensations aux passagers, les frais de réorganisation, les pénalités aéroportuaires, s'élèvent à environ 280 000 $, déclara-t-elle d'une voix claire et assurée. Notre service juridique a déterminé que, puisque ce coût résulte directement de votre violation délibérée de la politique d'entreprise et des régulations fédérales, la société cherchera à récupérer ces dommages auprès de vous personnellement. Nous allons inscrire une charge sur votre pension. » Finch s'arrêta net. Il se tourna vers elle, le visage figé dans une dévastation totale. Ce n'était pas suffisant de lui enlever son emploi, sa licence, sa réputation. Elle lui prenait aussi son avenir, l'argent qu'il avait gagné en plus de 30 ans de vol. La punition était absolue. Une ruine financière à la hauteur de sa ruine professionnelle. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait plus rien à dire. Il était brisé. Alors que les agents l'emmenaient, figure vaincue et voûtée, Sarafina s'adressa à la salle de conseil silencieuse. Que ceci soit un message pour tous dans cette compagnie, de la salle de conseil au manutentionnaire de bagages, déclara-t-elle, sa voix résonnant d'une nouvelle détermination. La vieille manière de faire est terminée. La culture du club des garçons qui protège les intimidateurs et fait taire les victimes s'arrête aujourd'hui. Nous ne tolérerons ni arrogance, ni préjugés, ni abus de pouvoir. Ascender sera une compagnie qui sera à la hauteur de son nom. Où chacun, employé comme passager, sera traité avec dignité et respect, non pas parce que c'est bon pour les affaires, mais parce que c'est juste. Elle regarda par la fenêtre vers le ciel de son père. La tempête était passée, et la pluie purificatrice du karma avait lavé la compagnie. Le vrai travail de reconstruction pouvait commencer. 3 mois après l'effondrement de la carrière d'Alistair Finch, le nom Ascender était sur toutes les lèvres dans l'industrie aéronautique. Mais le ton avait changé, passant d'un commérage scandalisé à un respect, parfois profond, mais souvent à contre-cœur. L'incident à la porte B42 n'était plus seulement l'histoire d'un pilote raciste. C'était devenu le mythe fondateur du nouvel Ascender. La tempête qui avait purifié l'air, laissant derrière elle un terrain fertile pour la croissance. Pour Sarafina Washington, cette victoire ne ressemblait pas à une destination, mais au début d'un chemin beaucoup plus ardu. Les articles viraux, les couvertures de magazines la présentant comme la figure de proue des cieux, la montée fulgurante du cours de l'action, tout cela n'était que des indicateurs externes. La réalité intérieure était un poids écrasant et silencieux de responsabilité qu'elle ressentait chaque nuit,
assise dans son bureau longtemps après que la tour de contrôle se soit éteinte. Le portrait de son père, un homme élégant et souriant dans son uniforme Coleman, ornait le mur. Certaines nuits, elle ressentait sa fierté. D'autres fois, l'immense fardeau de son héritage. Un héritage qu'elle était en train de remodeler d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le pouvoir, apprenait-elle, n'était pas le frisson du commandement. C'était le poids solitaire de ses conséquences. Elle avait canalisé ce poids en action. L'initiative Marcus Coleman n'était pas une opération de relations publiques. C'était une croisade. Janine Dubois, l'hôtesse de l'air que Finch avait tourmentée, était désormais l'un de ses symboles les plus puissants. Janine avait d'abord hésité à accepter un poste de direction, craignant que ce ne soit un geste symbolique. Mais Sarafina l'avait rencontrée personnellement, pas dans une salle de réunion, mais autour d'un café, écoutant pendant 2 heures Janine raconter des années de blessures subtiles et ouvertes, d'être ignorée, qu'on lui dise que ses cheveux naturels étaient non professionnels, qu'on la réduise au silence. Aujourd'hui, Janine se tenait devant une promotion de nouvelles recrues d'hôtesses de l'air dans un centre de formation ultramoderne. Elle n'était plus une simple consultante. Elle était la directrice de la culture et de la formation en vol. Votre travail va bien au-delà des contrôles de sécurité et du service des boissons, disait Janine au groupe attentif, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle. Vous êtes le visage de cette compagnie. Vous êtes les gardiens de la dignité de nos passagers. Il y aura des moments où vous serez fatigué, où un passager sera impoli, où vous verrez un collègue, même un supérieur, agir d'une manière contraire à nos valeurs. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. Je veux que vous vous souveniez de ceci, votre voix compte. Cette compagnie dispose désormais d'un système indépendant pour vous entendre. Vous ne serez jamais punis pour avoir parlé, mais nous serons tous diminués si vous choisissez de rester silencieux. La désobéissance, c'est enfreindre le protocole. Dire la vérité au pouvoir, c'est défendre l'âme de cette compagnie. Ne confondez jamais les deux. C'était un message révolutionnaire dans une industrie traditionnellement hiérarchique, et il commençait à prendre racine. Pendant ce temps, à 1000 mètres de là, David Chen terminait son examen final pour devenir officiellement capitaine. Assis dans le simulateur, l'instructeur, pilote vétéran dans la compagnie depuis 30 ans, lui faisait passer une série d'urgences difficiles. Panne moteur, perte hydraulique catastrophique, atterrissage en visibilité nulle. David gérait tout cela avec la précision calme qui le caractérisait. Puis l'instructeur lui lança un cas imprévu, hors manuel. « Bien, capitaine Chen, dit l'instructeur, vous êtes à la porte. Un passager célèbre est ivre et insulte verbalement une de vos hôtesses de l'air. C'est un ami de la PDG. Que faites-vous » La réponse à l'ancienne école aurait été de calmer la célébrité, de sacrifier la dignité de l'hôtesse pour éviter un problème de relations publiques. David n'hésita pas. « J'ai informé le passager que son comportement était inacceptable et illégal, » déclara David, les mains fermes sur les commandes du simulateur. « Je soutiens publiquement mon membre d'équipage. Je fais débarquer cette personne de l'avion. L'ami de la PDG ou pas, mon autorité de capitaine est d'assurer la sécurité de tous à bord, y compris le bien-être de l'équipage. Un équipage compromis est un risque pour la sécurité. » L'instructeur resta silencieux un instant, puis un sourire lent se dessina sur son visage. Il actionna un interrupteur, et le rugissement du simulateur s'éteignit. « Félicitations, capitaine, dit-il en tendant la main. Bienvenue au siège de gauche. » En serrant la main de l'instructeur, David pensa à Sarafina. Il avait reçu de sa part une carte manuscrite après son témoignage, un simple mot. Le courage est la qualité la plus rare chez un leader. Merci d'avoir montré le vôtre. Il l'avait collé à l'intérieur de son casier. Il était désormais capitaine dans la compagnie de Sarafina Washington, et il comprenait que ses ailes portaient un nouveau poids. La responsabilité d'être non seulement un bon pilote, mais un homme intègre. Pour Alistair Finch, le seul poids qu'il ressentait désormais était la gravité suffocante de sa nouvelle vie. Le karma n'avait pas été un éclair, mais une pourriture lente et rampante. La révocation permanente de sa licence par la FAA était une sentence de mort. Son identité, si étroitement liée au titre de capitaine, avait été anéantie. Il n'était plus seulement sans emploi. Il était un non-personne dans le seul monde qu'il ait jamais connu. Il travaillait désormais de 22 h à 6 h du matin comme répartiteur de nuit pour une société logistique de 3e.
rang dans une zone industrielle sans charme près de Tampa, en Floride. Le travail était une parodie cruelle de sa vie d'avant. Au lieu de guider un chef-d'œuvre d'ingénierie dans la stratosphère, il guidait de vieux semi-remorques rouillés sur des autoroutes embouteillées. Sa voix n'était plus qu'un drone désincarné à travers une radio crépitante. Son bureau était une boîte de 3 mètres sur 3, sans fenêtre, qui sentait la fumée de cigarettes froides et les burritos réchauffés au micro-ondes. Cette nuit-là, il suivait le camion numéro 42 transportant une cargaison de poulets congelés vers un distributeur en Géorgie. Répartiteur vers 42, grognatait-il dans son micro. Vous devez ralentir au croisement de l'I4. Reroutage vers la 275. Terminé. Un éclat de statique, puis la voix fatiguée du chauffeur. Reçu, répartiteur. Ces routes sont un vrai embouteillage. Finch s'appuya sur sa chaise grinçante, le tissu usé et déchiré. Il prit une gorgée de café brûlé, tiède, dans une tasse tachée. Il avait vendu la maison. Sa femme depuis 30 ans l'avait quitté, lui disant qu'elle n'avait pas épousé un surveillant de camion. Elle avait épousé le capitaine Finch, et cet homme était mort. La charge sur sa pension signifiait que ses rêves d'une retraite confortable, de golf au soleil, de navigation sur son bateau, s'étaient envolés. Son bateau avait disparu aussi. Parfois, pendant sa garde, il sortait dans la nuit humide de Floride et levait les yeux. Il pouvait tracer les constellations qu'il enseignait autrefois aux pilotes débutants. Il voyait les lumières clignotantes d'un avion commercial en approche finale à l'aéroport de Tampa. Un oiseau d'argent glissant sans effort vers sa destination. Et quelque part là-haut, pensa-t-il parfois amèrement, il y avait Sarafina Washington, la femme en costume qui avait détruit sa vie. Elle volait vraiment. Mais pour Sarafina, le véritable combat ne faisait que commencer. La bataille contre les préjugés, les abus de pouvoir et la culture d'impunité dans une industrie vieille de plusieurs décennies ne se gagnerait pas en un jour. Chaque victoire, chaque changement, serait un pas ardu vers une nouvelle ère. Dans son bureau, tard le soir, Sarafina regardait encore une fois la photo de son père, Marcus Coleman, suspendu au mur. Son héritage n'était plus un simple souvenir, mais un appel à l'action. Elle savait que les racines du changement devaient s'étendre bien au-delà d'Ascender. Le Marcus Coleman Initiative grandissait lentement, soutenu par des employés comme Janine Dubois, désormais directrice de la culture et de la formation à bord. Leur mission était claire, transformer la compagnie en un modèle d'inclusion, de respect et d'excellence. David Chen, fraîchement promu capitaine, était le symbole d'une nouvelle génération de pilotes, prêts à défendre non seulement la sécurité des vols, mais aussi la dignité de chaque membre de l'équipage. À travers les turbulences, Sarafina continuait d'avancer, déterminée à faire de son père et d'elle-même des figures de changement durable dans un ciel longtemps dominé par l'injustice. Mais pour Sarafina, le vrai combat ne faisait que commencer. La lutte contre les préjugés, les abus de pouvoir et la culture du silence dans cette industrie vieille de plusieurs décennies ne se gagnerait pas en un jour. Chaque victoire serait un pas ardu vers un changement durable. Dans son bureau, tard le soir, Sarafina regardait une fois de plus la photo de son père, Marcus Coleman, accrochée au mur. Son héritage n'était plus un simple souvenir, mais un appel à l'action. Elle savait que les racines du changement devaient s'étendre bien au-delà d'Ascender. L'initiative Marcus Coleman grandissait lentement, soutenue par des employés comme Janine Dubois, désormais directrice de la culture et de la formation à bord. Leur mission était claire, faire d'Ascender un modèle d'inclusion, de respect et d'excellence. David Chen, récemment promu capitaine, était le symbole d'une nouvelle génération de pilotes, prêts à défendre non seulement la sécurité des vols, mais aussi la dignité de chaque membre d'équipage. À travers les turbulences, Sarafina avançait, déterminée à faire de son père et d'elle-même des figures du changement durable dans un ciel longtemps dominé par l'injustice.